Bonjour à tous. Je vais introduire la présentation et la session donc par un bilan de ce qui a été fait au niveau marin globalement et puis plus particulièrement en France. Et pour avoir simplement une idée un petit peu des problèmes qui sont sous-jacents à la gestion des déchets. Donc pour commencer, je vais reprendre une pensée de Barbara qui disait « Face à la mer, on éprouve un sentiment de liberté, de solitude et de petitesse ». Cette pensée, elle illustre un petit peu ma démarche, c'est pour ça que je l'ai reprise d'ailleurs. Une démarche, ça représente des années de travail. Pour moi, des années au bord de la mer, avec un peu de Normandie, beaucoup d'Afrique et de Pacifique pour des raisons familiales et personnelles, et puis beaucoup de Méditerranée. La Méditerranée est importante parce que les Méditerranéens, même s'il y a eu de grands découvreurs comme Christophe Colomb, de manière générale, ne sont pas des navigateurs. On ne passe pas les caps du monde entier, on ne va pas pêcher en mer du Nord ou en mer d'Islande, mais par contre, on a une sensibilité qui est plus tournée vers le milieu profond. Il y a l'archéologie sous-marine, il y a Marius qui va mesurer le fond des mers dans la littérature, il y a le corail rouge, il y a les plongeurs en apnée, par exemple. Et donc, aller chercher ce qu'il y a au fond et regarder, ça correspond tout à fait à une démarche scientifique. Et c'est un petit peu ça que je vais vous présenter, comprenant bien que c'est pas moi qui suis l'acteur principal, bien évidemment, loin de là, mais c'est plutôt la mer. Et puis les 7 milliards d'individus qui contribuent malgré tout à ces problèmes de genèse de déchets. Alors, la mer, la manière de l'apercevoir, en fait, ça dépend des sensibilités, des histoires, des cultures, mais d'une manière générale, elle représente beaucoup de choses, le mystère, par exemple, les voyages, l'exotisme. Elle représente parfois la puissance, elle représente évidemment tout un ensemble d'activités économiques. Et puis, c'est un petit peu l'actualité aujourd'hui, elle représente également la biodiversité. Beaucoup de gens ont dans l'imaginaire les fonds marins et tout ce qu'ils peuvent apporter de couleurs et d'espèces. Et donc, c'est quelque chose qui représente beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'à côté de la mer, il y a aussi 7 milliards d'individus, comme je l'ai dit, et ces 7 milliards d'individus génèrent énormément de pollution. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez. Et tout d'abord, essayer de relativiser un petit peu les choses par rapport aux perceptions erronées que peut avoir le public par rapport aux déchets marins. On a beaucoup parlé des îles de plastique. Dans la réalité, il n'y a pas d'îles de plastique, il y a des densités plus fortes à certains endroits. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que la mer, elle est toujours en mouvement. C'est très important de comprendre ça. Il y a d'abord les apports de rivières et puis il y a les courants. Et si on regarde la distribution mondiale des plastiques, c'est issu de modèles, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des zones dans lesquelles il y a des concentrations. C'est ça qui a été appelé île de plastique, et dans la réalité, ça n'en est pas. C'est simplement des densités plus fortes. Et ce qui se passe, je pense que c'est important de l'expliquer, c'est qu'à cause des alizés, vous avez des courants qui poussent de l'équateur vers l'ouest, c'est vrai en Atlantique, mais c'est vrai aussi dans le Pacifique, c'est vrai aussi dans le demi-océan Indien, si vous voulez. Et puis, lorsque les eaux arrivent, il y en a une partie qui va descendre vers le sud, ici à la pointe du Brésil, et une partie qui va rentrer dans le golfe de Mexique. Et donc, cette eau, elle va monter, et comme elle ne peut pas monter jusqu'au ciel, il va falloir qu'elle s'échappe, parce que ça demanderait trop d'énergie. Donc, elle va partir le long des côtes de Floride, et ce qu'on appelle le Gulf Stream. Et ce Gulf Stream, en fait, il se transforme en dérive nord-atlantique, ou bien la dérive nord-pacifique, ça serait l'équivalent dans le Pacifique, et puis une partie va aller en Arctique parce qu'il manque de l'eau, et une partie va revenir à l'équateur pour combler le déficit en eau. Et donc ça génère un petit peu ce qu'on appelle une zone de convergence, un vortex. Et c'est comme dans un lavabo, quand vous faites tourner l'eau, quand vous l'écoulez, toute la mousse va s'accumuler au milieu. Et là c'est pareil, tout ce qui flotte va aller au milieu. Donc ça porte le nom de mer des Sargasses, parce que Sargasse, ça vient du mot sargasso en portugais, ça veut dire une algue. C'est le varech pour les Bretons. Et c'est pour la raison pour laquelle on appelle cette mer des Sargasses. Et depuis quelques dizaines d'années, en fait, il y a de plus en plus de plastiques qui sont présents dans ces zones-là. Donc il y en a 5, en fait, vous voyez, les 3 demi-océans dans l'hémisphère sud et les 2 Atlantique et Pacifique dans l'hémisphère nord. Voilà. Alors, c'est important ces mouvements parce que ça peut avoir des conséquences énormes sur la biodiversité. Il y a eu l'exemple du tsunami, par exemple, en 2011. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 5 millions de tonnes de déchets qui ont été repris. Vous avez tous vu ces images, de gravats, de débris et autres épaves qui repartaient à la mer. Beaucoup ont coulé, mais beaucoup ont transité par la dérive nord-pacifique. Et en 6 ans, les spécialistes ont montré qu'il y avait quand même 289 espèces nouvelles qui sont arrivées sur l'Amérique du Nord. Et dans l'histoire de la biologie, il n'y a pas d'équivalent. Pendant des millions d'années, c'était les noix de coco ou les branchages qui transportaient les espèces. Après, il y a eu les bateaux dans les ballasts sur les coques. Les bateaux, ça va d'un port à un autre, tout droit et très rapidement. Là, il y a 5000 milliards de déchets à la surface des océans actuellement. Et chacun va dans sa propre direction et peut transporter comme ça des espèces. Rien que pour la macrofaune, même pas les petits organismes, rien que pour la macrofaune, on a eu à peu près 289 espèces qui sont arrivées sur les côtes nord-américaines, avec pour certaines des avantages, des brassages génétiques par exemple, et donc ça peut être positif pour certaines espèces, mais aucun recul sur les équilibres, enfin aucun recul pour les spécialistes pour savoir comment ça va évoluer dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment des questions qui sont d'actualité, qui sont simplement liées à la présence de déchets en mer. Voilà.
Alors, on a des exemples de mouvements qui sont importants en zone régionale. Je ne vais pas approfondir, mais on a un exemple, par exemple, de médias filtrants qui sont dans les stations d'épuration, qui sont faits pour augmenter la surface de traitement, simplement parce que les bactéries se fixent dessus. Donc, on augmente artificiellement la surface en utilisant des petits médias en plastique. Et de temps en temps, il y a des surverses pour des problèmes de gestion. Et donc, il peut y avoir des arrivées à la mer. Et on a un exemple l'année dernière dans la baie de Naples où il y a des dizaines de milliers de médias filtrants en plastique qui ont été perdus et qui, en 6 mois, sont arrivés sur les côtes françaises. On en a même retrouvé ingéré par les tortues. Et l'exemple, en fait, il est important pour montrer que si on prend une mesure à un niveau local, au niveau d'un pays simplement, en fait, ça a toutes les chances de ne pas être efficace, simplement parce qu'en fait, ça peut venir d'ailleurs. Et en mer, c'est très, très, très important. Sans action coordonnée, il n'y a aucune possibilité de gérer, le problème des déchets. Donc, c'était simplement pour illustrer ça. Alors, ces déchets, en fait, il y a une face cachée. Il y a quelque chose qu'on voit sur les plages. Vous avez tous vu des déchets sur les plages, vous avez vu en mer, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un exemple. C'est sur l'estuaire de la Seine, par exemple. C'est 100 mètres simplement de rivage, et c'est une association qui a, ramassé tout ce qu'il y avait dans les sédiments et autres, et ce sont des cotons-tiges pour des problèmes, d'utilisation et de comportement, qui fait qu'on les retrouve en mer. Ça fait partie des principaux types de déchets qu'on peut trouver. On a également, dans certaines plages, comme en Méditerranée, jusqu'à 40% de mégots, simplement parce qu'il y a des pratiques qui sont, les gens fument et mettent directement leur mégot de cigarette dans le sable. Et vous voyez, il peut y avoir des pratiques simples qui peuvent être changées de manière à pouvoir limiter justement ce type de problème. Donc ça, c'est sur les plages. Et puis, si vous allez à la surface des océans, alors on en parlera tout à l'heure, mais si vous allez à la surface des océans, vous mettez un petit chalut, vous récoltez tout ce qu'il y a pendant 1 heure ou 2 heures. Dans le collecteur, au bout du chalut, vous allez avoir tout un ensemble de choses. Et si vous mettez ça sous le microscope, vous allez retrouver un petit peu ce qu'on appelle des microplastiques. C'est la fragmentation de ces déchets plastiques en microplastiques. Et vous avez des granulés industriels. Vous voyez en haut, par exemple. Ça, c'est parce que l'industrie, pour fabriquer des produits en plastique, elle est obligée de chauffer le plastique. Et chauffer des gros blocs, c'est absolument impossible. Ça demande trop d'énergie. Donc, on fabrique des granulés qui sont très faciles à chauffer et on transporte le plastique primaire avant qu'il soit transformé sous forme de granulés. Sauf qu'il y a depuis quelques années des accidents. Donc, on a eu des marées noires, on a eu des marées rouges avec les algues, on a des marées vertes avec les algues vertes. Et puis maintenant, on commence à avoir des marées blanches. Ce sont des pertes, c'est accidentel. Donc, il y a tout un ensemble de causes possibles, mais ça commence à arriver et on les voit comme ça dans le milieu marin. Il y a des associations qui appellent ça joliment les larmes de sirène. Et puis vous avez donc des fibres, vous avez là encore, vous voyez, ces espèces de coton-tiges, bâtons de sucette et autres, un kaléidoscope de différents types. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a également une fragmentation de ces microplastiques en nanoplastiques. Actuellement, personne ne sait vraiment doser dans le milieu naturel, et en particulier en mer, ces nanoplastiques. Et donc il y a une vraie question scientifique qui subsiste, et notamment l'impact que ça pourrait avoir sur les organismes. Alors, la face cachée, c'est aussi le fond. Donc là, c'est une campagne de l'Ifremer. C'est à 2200 mètres, c'est à quelques milles au large sur la Côte d'Azur. Alors, c'est pas la peine de donner de nom, puisque de toute façon, c'est quasiment partout pareil. Dès qu'il y a une grande ville, dès qu'il y a un canyon, vous regardez, c'est quand même assez impressionnant. 2200 mètres quand même, dès qu'il y a un canyon, automatiquement, ça va canaliser les déchets vers le fond et vous allez retrouver des densités qui sont assez phénoménales. On arrive dans certaines zones, à Messine, ils ont trouvé jusqu'à 1,3 million par kilomètre carré de déchets. Donc vraiment de très très fortes densités et des objets qui sont très anciens. On a des marques qui ont disparu depuis les années 90 et qui sont encore présentes avec les inscriptions, sachant que sur le fond, en fait, on a moins d'oxygène et pas de lumière du tout et ce sont normalement les facteurs qui favorisent la dégradation. Donc on est dans des conditions où certains plastiques sont là pour plusieurs centaines d'années, avec bien évidemment beaucoup de problèmes pour les récupérer. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est la journée de la biodiversité, donc je vais accentuer un petit peu sur les impacts concernant les différentes espèces. On sait à peu près qu'il y a 1400 espèces qui sont touchées, mais 1400, c'est simplement les espèces sur lesquelles on a regardé les impacts. Il y en a encore pour lesquelles on n'a jamais vérifié. Et donc, on va augmenter ce nombre régulièrement. On était il y a simplement 4 ans à 700 espèces. On a doublé en 4 ans. Et donc, alors les impacts peuvent être plus ou moins forts. Le plus important, c'est l'étranglement, parce qu'il faut savoir qu'un filet qui est fait pour capturer des poissons, lorsqu'il est perdu ou abandonné, volontairement ou pas, il y a tous les cas de figure, si vous voulez, mais en fait, il continue à pêcher. Et donc, il va décimer une partie du stock. C'est assez important. Parfois, ça représente quelques pourcents d'un stock de poissons, de telle ou telle espèce, selon les régions. Et puis, donc ça peut également changer les comportements. Ils sont là pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cet étranglement ou emmêlement, ça dépend un petit peu de l'effet qui est observé, il est assez important et c'est probablement en termes d'impact le plus important. On a également donc tout ce qui est lié à l'ingestion. Donc là, vous voyez, par exemple, ce sont des particules qui sont marquées à la fluorescence, qui ont été données à manger à des copépodes, du plancton. Et on s'aperçoit en fait que tout reste dans l'estomac. Et c'est très, très, très important parce que sur la question de savoir s'il y a un risque pour l'alimentation, eh bien, en fait, non. Ça, c'est plutôt rassurant. Mais c'est comme un enfant qui mâchouillerait un morceau de plastique, si vous voulez, et qui avalerait par mégarde son plastique. Dans la réalité, ça ne va pas passer dans les tissus. Ça va être excrété au bout de 2 jours. Et si un prédateur
prédateur vient et mange l'espèce, si jamais il y a un plastique au moment où il ingère sa proie, à ce moment-là, comment dire, lui-même va l'excréter, et donc il y a très très peu de chances, comment dire, que ce soit transféré le long de la chaîne alimentaire. Qui plus est, lorsqu'on mange du poisson, en général, on enlève les structures digestives, les glandes digestives, et donc du coup, on limite quand même les risques. Mais là encore, la question se pose pour les nanoplastiques, parce que eux sont capables de passer dans les tissus, et on n'a aucun recul. En quantité, ça sera toujours très faible, parce que les nanos, c'est très 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 petit. On n'a pas les moyens de vérifier. Il y a une vraie question, là encore, sur les risques de transfert, comme ça, de nanoplastiques ou de polluants qui sont associés. Ça, ce sont c'est un estomac tortue, donc on arrive à trouver plusieurs kilos. Vous avez eu des cas dans la presse, par exemple, sur les cachalots et autres. Donc tous les organismes sont susceptibles d'ingérer. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, par exemple les tortues, parce qu'elles mélangent avec les méduses, une de leurs proies naturelles. Et puis j'ai pris cette image pour illustrer un petit peu le propos. Il faut savoir qu'en mer du Nord, il y a certaines espèces d'oiseaux, c'est ce qu'on appelle les procellariformes. Il y en a également, vous avez peut-être vu des images comme ça dans le Pacifique. Ils ont un jabot, une glande supplémentaire dans l'estomac, où ils gardent, pendant des millions d'années, c'était des pierres légères, des pierres ponces, et ils gardent en fait des plastiques qui aident à digérer. Et en moyenne, donc, on est à peu près à 0,6 g en moyenne, 0,6 g dans un estomac d'oiseaux, et pour des oiseaux qui font à peu près 1 kg. Et si on extrapolait à l'homme, on arriverait à peu près à 60 grammes, entre 50 et 60 grammes en moyenne chez tous les humains. Et ça, j'ai pris cette illustration pour montrer qu'en fait, si ça avait été chez les humains, on aurait pris des mesures de santé publique, parce que c'est quand même assez important, alors que dans la réalité, lorsque c'est sur l'environnement, ça apparaît très souvent comme secondaire. Et pourtant, c'est important pour ces espèces. Alors ça peut les aider en partie, comment dire, à digérer, mais malgré tout, c'est toujours trop de plastique, et c'est devenu un problème. Donc, emmêlement et ingestion, ce sont des impacts qui sont assez importants. Et puis également, donc, des impacts sur la santé publique, des espèces qui se fixent, qui utilisent les plastiques comme support. Ça, c'est un exemple d'un unicellulaire qu'on appelle un foraminifère. Et pendant 2 semaines, au mois de septembre en Méditerranée, il a un cycle de vie qui est pélagique, et après il se fixe. Et en fait, comme il y a des plastiques, au lieu de redescendre en profondeur, parfois à plusieurs centaines, il se fixe sur les plastiques qui sont en surface, et on le retrouve partout. Et sur le plan de la biodiversité, c'est assez important, parce que c'est un exemple qui montre que le plastique favorise la colonisation de nouveaux milieux par certaines espèces. Donc on ne sait pas quelles sont les conséquences là encore, mais c'est un vrai exemple, comment dire, d'une espèce qui normalement ne devrait pas être retrouvée à un endroit et qu'on retrouve simplement parce qu'il y a des déchets. Voilà. Alors il y a eu des changements de comportement également. Alors, il y a des impacts économiques sur la pêche, sur le tourisme. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on a également des impacts sur le comportement. Et là, par exemple, on a depuis quelques années, on a des oiseaux qui font leur nid avec des déchets. Alors c'est assez particulier. Ils prennent des objets particuliers, par exemple des branches de lunettes, parce que ça ressemble à des brindilles de bois. Ils prennent des morceaux de filet parce que ça correspond à un duvet, c'est relativement doux. De temps en temps, il y a des petits oisillons qui s'étranglent dedans, quoi. Mais on a des régions de France où on a 100% des nids qui ont des déchets pour certains oiseaux marins, notamment les cormorans huppés. On arrive même à savoir si c'est pollué selon les régions, simplement en comptant directement les déchets dans les nids. Donc vous voyez un petit peu les changements de comportement qui ont lieu simplement à cause des déchets. Et là, c'est pour aller un petit peu plus loin, même au niveau de l'homme. C'est une photo que j'ai prise moi-même au Gabon, c'était il y a quelques années. Et c'était un totem qui était magnifique, qui faisait quand même 10 mètres de haut. Et en fait, je pense que c'était inconscient, et c'est ça qui est relativement triste, et même très très triste, c'est que quelque part, c'était un comportement humain qui sacralisait, comment dire, tout ce qui est le rebut en fait de la société, tout ce qui est déchets. Je pense que c'était pas du tout conscient. C'était très très beau. Sincèrement, moi j'étais vraiment très ému par ce grand totem comme ça, qui était pas loin de la plage. Mais dans la réalité au fond, je pense que c'est très 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 triste. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer les plastiques qu'il y a dans les océans? Alors, on va parler tout à l'heure des mesures, des traitements en amont, tout le recyclage, tout ce qui est, comment dire, plastique à usage unique, les interdictions et autres, tout ce qui est traitement des eaux. Ça, c'est plutôt à terre. En mer, en fait, vous avez entendu parler probablement de ce jeune Hollandais qui a voulu nettoyer les océans. Alors, on est allé sur la Lune, donc mettre, comment dire, un système de collecte dans les océans, techniquement, on peut le faire, quoi. Après, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Il faut savoir qu'il faut aller à 3000 km au large. Les quantités sur place, elles sont limitées. C'est simplement quelques milliers de tonnes au maximum dans le Pacifique, les plastiques qui flottent. C'est pas énorme par rapport à ce qu'il y a sur le fond. Et puis, ce système, en fait, il peut être cassé, donc il faut le réparer. Les plastiques qui sont récupérés, il faut les ramener à terre. Et en plus, ils ne sont pas recyclables parce qu'ils sont dégradés, parce qu'ils sont en mer depuis longtemps. Et donc, finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à y aller. On ne va même pas chercher les nodules polymétalliques qui ont de la valeur. Et aller chercher les déchets, c'est quand même une aventure qui est... Bon, c'est un jeune qui est enthousiaste, c'est très bien, mais sur le plan technique, si vous voulez, c'est quand même, je dirais, peine perdue. D'autant plus que ce système, en fait, il collecte tout ce qui est passif, les plastiques qui flottent à la surface. Mais il y a des animaux aussi qui ont un comportement passif. Les petites tortues, elles
elles sont prises dans les courants, et donc elles peuvent mourir dans un système comme ça. Et donc pour l'instant, c'est pas du tout géré, et donc sur le plan éthique, on peut même pas, comment dire, envisager d'utiliser ce type de méthode tant qu'on n'aura pas autre chose. Voilà. Alors on a également une collecte qui peut se faire localement. Il peut y avoir un intérêt lorsqu'on donne une certaine valeur aux déchets. Par exemple, des filets, ça coûte très très cher, on peut les réparer et les réutiliser. Si ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça vaut le coup d'aller les chercher. On peut donner une valeur indirecte, comment dire, aux déchets. Par exemple, sur une plage, la valeur, elle est patrimoniale, ou touristique, ou économique. C'est-à-dire que si on nettoie, c'est pas le déchet qui a de la valeur, mais c'est par contre les gens qui viendront. Et parfois, c'est même indispensable. Dans certaines régions de France, comme au Pays Basque, sur la Côte d'Azur, ils dépensent des millions d'euros avec des avions pour repérer les nappes, pour prévenir les arrivées sur les plages, parce que les enjeux sont très très, très importants. On peut simplement nettoyer, c'est souvent les comportements individuels, pour des raisons, comment dire, environnementales, si j'ose dire, et puis de patrimoniales, où simplement on veut avoir un site qui est beau, et ça peut se justifier là aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les mesures. Je ne vais pas rentrer dans les mesures qui sont à terre, peut-être dire simplement que les mesures qui sont à terre sont vraisemblablement les plus importantes, on va en parler tout à l'heure. Il y a un exemple d'un article qui a été publié il y a un mois dans la revue Nature. Il est très intéressant parce qu'en fait, il montre qu'on peut fabriquer des plastiques. Vous savez, le plastique, il est en fait, ses propriétés sont liées au branchage qu'on fait, la manière dont il est réticulé. Donc les polymères sont toujours les mêmes, polyéthylène, polypropylène, mais on peut les réticuler différemment. Et là, ils ont proposé des techniques de réticulation ou de branchage qui, en fait, permettent de recycler des milliers de fois le même plastique en enlevant les branches à chaque fois. On a des techniques maintenant qui permettent de le faire. C'est une manière originale, c'est tout à fait nouveau comme conception. C'est pas sur le recyclage après, mais c'est plutôt sur la conception du plastique qui a les mêmes propriétés parce que ce sont les mêmes polymères. Mais c'est simplement sur la manière de, comment dire, de brancher ces polymères. Et en fait, donc, on a un potentiel, si vous voulez, et ça veut dire qu'en fait, à terme, on a probablement des solutions qui vont apparaître. Donc, la prévention à terre, c'est quand même assez important. Alors, et outre les systèmes, comment dire, de limitation d'arrivée des déchets à la mer, il y a aussi tous les problèmes de comportement. Ça, c'est aussi un petit peu, comment dire, une gageure. Changer le comportement, il faut des générations, c'est très, très, très difficile. Il y a des spécialistes, et même avec ça, on n'y arrive pas facilement. Et donc, on a encore du travail, du pain sur la planche. Simplement pour terminer, je voudrais dire quand même que le plastique, c'est pas un mal. C'est la fin de vie du plastique qu'on ne sait pas du tout gérer. Tant qu'on ne saura pas gérer ça, on aura toujours ce type de problème. Je vous remercie beaucoup.